Internautes de CNews, bonsoir. Bonsoir et bienvenue à Exclusive. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir dans nos locaux le docteur Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre du Sénégal des Affaires étrangères, président de MPCL Li Jot Jotna. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. L'on s'achemine vers les législatives du 30 juillet. Les coalitions sont constituées, les listes aussi. Mais il y a un fait dont les politiques ne parlent pas souvent, c'est le projet électoral. Vous, qu'est-ce que vous proposez aux Sénégalais? Voilà, merci d'abord pour cette opportunité de m'adresser à vos internautes et à votre audience. C'est vrai que les débats politiques au Sénégal, surtout les débats électoraux, malheureusement ne portent pas sur les contenus et sur les programmes. Et vous avez parfaitement raison, il faut qu'on arrive à opérer une rupture. Beaucoup, par contre, n'ont pas intérêt dans le débat programmatique. C'est des débats personnels, des attaques personnelles, des débats qui leur permettent d'éviter effectivement d'en arriver aux les vraies questions. L'institution parlementaire est malade au Sénégal. Donc, l'enjeu de ces élections, ça devait être quel bilan nous faisons de l'institution parlementaire. Est-ce que l'institution parlementaire renforce notre démocratie? Est-ce que l'institution parlementaire joue l'équilibre des pouvoirs entre les trois grandes institutions, l'exécutif, le judiciaire et le législatif? Est-ce que les députés que nous avons à l'Assemblée nationale jouent leur fonction fondamentale de contrôle de l'action gouvernementale? Et par-delà l'action gouvernementale, est-ce que ces députés contribuent à la vie de la nation, au développement de la nation et à l'épanouissement des citoyens sénégalais en les représentant d'abord, eux, avant de représenter leur parti, leur coalition ou le chef de l'État. Vous savez qu'au Sénégal, on a des députés qui n'ont aucun problème pour dire que je suis le député de Monsieur le Président de la République parce qu'il m'a fait l'honneur de me mettre sur la liste nationale, je lui dois tout. Ce n'est pas vrai. Maintenant, vous, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour pallier à ces nombreux problèmes-là? Pour changer l'institution parlementaire, d'abord, discuter, comme je l'ai dit, replacer l'institution parlementaire dans son contexte et dans la constitution du Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a des attributs réservés à l'institution parlementaire, contrôle de l'action gouvernementale, pouvoir initier des projets de loi. Donc nous, au Parlement, nous allons jouer cette fonction de contrôle de l'action gouvernementale. Il n'y a pas de oui a priori, il n'y a pas de non a priori. Tout est discuté et tout est discutable. Ça, c'est un point. Ensuite, je prends un exemple concret. Nous voulons réformer le fonctionnement de l'Assemblée nationale pour que quand le débat budgétaire, par exemple, moi j'ai eu la chance de participer à 10 débats budgétaires en tant que ministre des Affaires étrangères. Je sais comment ça se passe. Le ministre des Finances, le Premier ministre et le Président de la République se retrouvent et le Président a le dernier mot. Les arbitrages sont faits. C'est cet arbitrage qui est amené à l'Assemblée nationale et qui est voté par les députés. Parce que moi, j'ai vu des députés qui étaient contre des aspects particuliers du budget, mais quand il arrive le temps de voter dans les commissions ou en plénière, ils lèvent la main pour voter. Parce qu'ils sont de la mouvance. Discipline de parti, n'est-ce pas? Donc c'est nous ce que nous voulons changer en ayant de véritables députés du peuple. Vous avez beau être élu, soutenu par une coalition ou un parti, mais c'est les citoyens sénégalais qui se déplacent un dimanche, qui font la queue sous le soleil pour voter pour vous, pour votre liste, pour que vous soyez député. Donc vous leur devez tout. Ça, c'est un premier changement fondamental. Maintenant, comme vous dites, sur les programmes, le gouvernement ne peut pas être dans les plus petites communes du Sénégal, les contrées les plus reculées du Sénégal. C'est sa mission de représenter tous les Sénégalais, mais un député qui est proche des populations, de sa base, doit pouvoir transmettre les doléances et les revendications des populations par rapport à des problèmes concrets. Il y a des zones au Sénégal totalement abandonnées. Depuis 1960, depuis l'indépendance du Sénégal, c'est les grandes régions périphériques de Tambacounda, de Casamance et de la région du fleuve, n'est-ce pas? On a pensé à cet aspect parce que nous voulons que les langues nationales règnent à l'Assemblée nationale. Il n'est pas normal, presque 60 ans après l'indépendance du Sénégal, que nous continuions de débattre et de vouloir résoudre les problèmes du pays dans une langue d'emprunt qui est comprise et pratiquée correctement peut-être par 15 à 20% des Sénégalais. C'est-à-dire l'écrasante majorité de notre peuple est exclue, effectivement, comme vous le dites, des vrais débats. Ce n'est pas du tout gênant qu'un paysan, un ouvrier, un instituteur,
un professeur d'université, un avocat, un agrégé de mathématiques, tout ce que vous voulez, se retrouvent ensemble dans l'enceinte où on discute les problèmes du Sénégal et que chacun puisse donner son point de vue et l'argumenter. Si les débats étaient en pulaar ou en manding ou en soninké diola ou en serer, vous allez entendre ces brillantes interventions venant de gens qui connaissent mieux le terroir que nous, qui connaissent mieux le pays et ses réalités que nous. Mais maintenant, quand vous leur imposez d'intervenir dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas, effectivement, vous avez les situations que vous donnez. Ce n'est pas d'avoir des députés instruits, mais que l'Assemblée s'adopte à la population, au type de député qu'elle verra du moins. Non. Je dis tout à fait le contraire de ce que vous avez résumé, parce que vous dites que mon choix, ce n'est pas des députés instruits. Non, c'est des députés qui sont instruits, mais pas comme les Occidentaux vous ont formé. Non, c'est des gens qui ont appris l'arabe, qui écrivent en wolofal, qui font des réflexions philosophiques dans leur langue, et qui sont parfois, franchement, plus intelligents que vous et moi, mais qui n'ont jamais la chance de s'épanouir parce qu'on les invite sur un terrain qu'ils ne maîtrisent pas. C'est le terrain de la langue officielle qui est le français. C'est ça. Vous rejoignez l'idée des assistants parlementaires. Par contre, ça, c'est pour tout le monde. Un agrégé de mathématiques arrive à l'Assemblée nationale, il n'a aucune idée des textes de loi, comment on formule les textes de loi, il ne connaît pas le droit, il ne connaît pas bien la Constitution du Sénégal, il a besoin d'assistants parlementaires. Sur les questions économiques, on fait des débats, un ingénieur en hydraulique peut ne pas bien comprendre les questions économiques, et là aussi il a besoin d'un assistant, assistant parlementaire. Nous sommes pour au moins 2 assistants parlementaires par député, un qui s'occupe effectivement des questions de droit et de documentation éventuellement, ça va chercher d'anciens projets de loi. Un ami de la coalition, Moustapha Gueye de Ifanang, disait que depuis l'indépendance, le Sénégal a voté plus de 3000 projets de loi. Où sont ces projets de loi? À quoi ils ont servi? En quoi ils ont fait avancer le débat politique? Donc, je pense que c'est ça. Il nous faut des assistants parlementaires. Un en économie, parce que l'économie est fondamentale. Un en droit. Et éventuellement, l'un d'entre eux devrait aussi être documentaliste pour aider nos députés à s'informer avant de venir à l'Assemblée. Parce que si le peuple vous fait confiance et que vous savez vous exprimer, et vous êtes instruit à la base dans les langues nationales, avec le Coran, avec l'arabe ou le français, peu importe, vous vous êtes instruit et vous pouvez défendre votre point de vue. Alors, les assistants parlementaires, ce sera sûrement des emplois créés, mais l'Assemblée risque encore d'avoir encore un poids financier que le contribuable devra payer. Je crois que ça coûte beaucoup moins cher que de prendre des jeunes qui ont un Master 2 ou un Master 1 en droit, en économie, qui aujourd'hui ne demandent qu'à servir leur pays, ne demandent qu'à travailler, qu'à s'exercer, qu'à faire des stages, n'est-ce pas, et qu'à se perfectionner, et leur donner des salaires décents, plutôt que d'avoir des députés qui sont bien payés, avec des véhicules, disons, d'un certain standing, avec... voilà quoi, des appuis, carburants, etc. etc. Certains veulent même que le métier, entre guillemets, la fonction de député ne soit pas une fonction payante où on vous paye, etc. Maintenant, ça aussi, il faut relativiser parce que si vous faites travailler... Non seulement ça, mais si vous faites travailler quelqu'un sans le payer, il va trouver les moyens de se faire payer autrement. Donc, quand des gens soutiennent un projet de loi et que c'est des gens puissants, des industriels, des gens riches, il y a l'aspect environnemental à protéger, il y a des enjeux. Si votre député n'est pas payé, il devient vulnérable. Les gens peuvent le prendre, le gérer, comme on dit, le traiter. Après, il vient défendre farouchement leur point de vue contre des avantages pécuniaires. Donc, il faut éviter ça, à mon avis. Voilà. Mais au total, sur la question du programme, si vous permettez juste de clarifier, nous pensons qu'il faut effectivement, en dehors de la fonction parlementaire, à qui il faut rendre sa dignité, la fonction de représentation, à qui il faut rendre sa dignité, nous prônons que chaque député indique à sa base sa permanence dans la zone où il habite et qu'il y retourne régulièrement, 1 ou 2 fois par mois, pour rencontrer la base, recueillir ses avis et ses doléances et connaître sa position sur les grands débats nationaux. Ça, à défaut de pouvoir être présent partout, les citoyens eux-mêmes vont porter leurs doléances. Absolument. Ensuite, nous demandons que le député, pour être véritablement un député du peuple et représenter sa base, quand il est à l'Assemblée et quand il y a un débat, qu'il puisse aller recueillir, si le débat est central, important pour l'avenir du pays, qu'il retourne à la base, recueillir leur avis, mais ensuite il votera selon le consensus majoritaire de sa base et non pas selon les instructions de son parti, de sa coalition ou du chef de l'État.
Nous voulons donc des députés qui sont véritablement indépendants et au service du peuple. Ensuite, les députés doivent porter certains débats, comme par exemple Sokone, la commune de Sokone, de Moustapha Gueye, qui a 12 millions de budget annuel. Moustapha et notre coalition, nous proposons aujourd'hui qu'on mette par exemple 1 milliard, un investissement massif et volontaire par commune. Ça ne fait que 600 milliards pour 550 et quelques communes, donc moins de 600 milliards. Et nous avons bien pris 600 milliards pour le mettre dans le terre, par exemple, qu'on a pensé aussi important, aussi vital. Alors que toutes les communes du Sénégal, avec 1 milliard, vous vous rendez compte, quelqu'un qui part de 12 millions annuels à 1 milliard par an, pendant 5 ans, c'est une transformation radicale et majeure de la vie des citoyens, donc à qui on amènera les services de base directement chez eux. Effectivement, l'ambition est grande et ça, c'est au cas où vous seriez à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qu'on a constaté, c'est que vous étiez déjà annoncé en coalition avec Baldé et compagnie. Maintenant que vous êtes dans Alternative 3e voie, est-ce que vous pensez que vous avez toujours les mêmes chances d'être présent à l'Assemblée nationale? Absolument, parce qu'on n'était pas avec les amis Baldé et les autres pour qu'eux nous amènent à l'Assemblée. On est convaincus, nous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, on se soutenait mutuellement, on se renforçait mutuellement. Et on voulait, nous aussi, une démarche, disons, une coalition la plus large possible. Il y a eu malentendu. Il y a eu mésentente. On a tout fait pour sauver la mise, ça n'a pas marché. Voilà, mais c'est une mauvaise accusation parce que c'est une ambition positive, n'est-ce pas? Je peux vouloir ça, Guirassy peut le vouloir, Baldé peut le vouloir, mais la vérité, la vraie, comme disait l'autre, la vraie vérité, c'est qu'en réalité, les leaders étaient plus ou moins en phase, on était assez d'accord. Ce sont les plénipotentiaires qui ne se sont pas entendus. Et ça ne portait pas uniquement sur les questions de tête de liste. Malheureusement, il y a eu des problèmes de comportement humain. Par exemple, quelqu'un est venu dire aux autres plénipotentiaires, si on ne tranche pas aujourd'hui la question de la tête de liste, nous on se retire, on suspend notre participation. 2 jours après, la même personne a appelé pour dire, on vous informe qu'on a quitté la coalition. Et après, on a tout fait pour sauver cette coalition, ça n'a pas marché. J'y vois moi la main de Dieu parce que c'est bien que les Sénégalais entendent le point de vue de Baldé, qui est mon frère. Je n'ai aucun problème avec lui. J'ai eu même une polémique malheureuse qui s'est développée et qui n'aurait jamais dû avoir lieu parce que on se respecte. Non, après ça, parce que quelqu'un allait faire titrer dans un média que Gadio boude et quitte la coalition. Mais la vérité, c'est ce qui a été annoncé au lendemain de la séparation. Quand vous négociez, vous ne vous entendez pas. Vous quittez fraternellement et amicalement. Vous allez créer votre coalition, moi je vais créer ma coalition. En quoi j'ai boudé? En quoi je quitte votre coalition à laquelle je n'ai jamais appartenu? Donc c'est des questions, à mon avis, tellement secondaires, presque triviales. Parce que le fond du débat, ce n'est pas nos personnes. Le fond du débat, c'est que est-ce que nous sommes véritablement et sincèrement engagés pour ce peuple qui souffre tant et plus? Est-ce qu'on est prêt à mener les batailles pour changer ce pays? Parce que ce pays mérite mieux que ce qu'on a actuellement. Après, en plus, avec une inflation douteuse, de coalition qui se retrouve à 47 avec le schéma... Ça allait être ma prochaine question. Vous vous êtes séparés et c'est là votre responsabilité dans ce nombre pléthorique de coalitions. Mais ouais, mais si avec nous deux que nous sommes séparés, on n'aurait pas eu 47 coalitions. Moi, honnêtement, je rêvais d'une dizaine de coalitions, maximum une quinzaine. Dans un pays où il y a 300 partis. Ouais. Non seulement ça, mais regardez la coalition Manko. Elle est partie à 3. Elle était partie d'abord comme une coalition unique. Ils se sont retrouvés après à 4 quasiment. Il y a 3 Manko, plus 2 Watou. C'est très compliqué. Il y a eu un éclatement. Vous avez raison, les Sénégalais ont un défaut. C'est la tendance, quand ils ne sont pas contents ou ils ne voient pas leurs intérêts dans une certaine démarche, ils tendent tout de suite à prendre des initiatives personnelles. On se retrouve avec 300 partis pour un pays de moins de 15 millions d'habitants. Les élections en France, on a vu quoi, 7800 et quelques candidats. Mais faites le calcul chez nous avec les 47 coalitions. Si vous prenez les suppléants et les titulaires et les suppléants, vous faites tout le calcul. Peut-être qu'on va au-delà de la France où on est à peu près pas loin. Et eux, ils ont 47 millions d'électeurs. 47 millions d'électeurs. Nous, pour 6,5 millions d'électeurs, apparemment, nous faisons mieux qu'eux. Et en France, il y a des zones où vous avez 3
personnes qui compétissent pour la fonction de député. Il y a d'autres zones où vous avez 10 personnes. Il y a d'autres zones où vous avez 15 personnes. Donc c'est variable. Mais nulle part, dans aucune circonscription électorale en France, vous aurez 47 listes qui compétissent pour les mêmes fonctions. Donc vraiment, il est temps qu'on fasse tous de l'introspection. Moi, j'ai l'impression que ceux qui ont créé l'inflation des coalitions l'ont fait exprès, l'ont fait volontairement, ont financé des coalitions. Non, je suis très prudent, vous savez. J'ai quand même maintenant un certain âge, hein, je peux dire que je parle avec prudence. Je dis que ça a tout l'air d'un sabotage. Ça a tout l'air de quelque chose de monté. À quelle fin, par exemple? Mais, la confusion totale qui est créée et la situation cauchemardesque où vous entrez dans une salle, un bureau de vote, vous trouvez 47 représentants d'une coalition, plus le gouvernement, l'administration qui organise les élections, plus la Sénat. Vous avez 50 et quelques personnes dans une petite salle. Alors je disais, pour faire rire un peu les amis, que quand l'électeur ouvre la porte, il va paniquer. Il voit un monde fou, là, une cinquantaine de personnes qui sont venus voir son vote. Le temps, voilà, pour sélectionner les 47 bulletins. Maintenant, face à cette situation, est-ce qu'il n'est pas plus prudent de reporter les élections, par exemple, et de renégocier les choses? Reportant les élections avec la même mentalité, le même état d'esprit, vous reportez les problèmes, vous ne les résolvez pas, vous les reportez. Pourquoi? Parce que l'enjeu, ce n'est pas véritablement gagner du temps, pour encore peut-être même rouvrir les listes et avoir 50 autres listes qui viennent s'engouffrer, parce que les gens vont se dire que Sénégal maintenant, chacun... Ils sont lésés présentement pourront... Voilà. Ceux qui n'ont pas eu le temps de réunir la fameuse caution de 15 millions auront le temps de la chercher. Non, c'est les mentalités, une révolution des mentalités qu'il faut réussir. Il faut que les gens arrêtent de travailler la nuit, de comploter la nuit, d'organiser. Parce que moi, je dis que c'est une terre d'intelligence, ce pays. Tout le monde sait que je suis panafricaniste. J'adore le continent africain. C'est mon combat, c'est mon destin. Mais en même temps, je suis sénégalais et fier de mon pays. Et je sais que mon pays est une terre d'intelligence. Que les gens arrêtent de combiner, de faire d'échafauder des stratagèmes pour venir essayer, entre guillemets, de dribbler les populations. Tout ce qui a été... Est-ce que ce n'est pas les politiques qui ont donné cette image-là à la population? Oui, mais une des conséquences, c'est quoi? Le dégoût pour la politique et pour les politiciens. On risque d'avoir le plus fort taux d'abstention de l'histoire du Sénégal. Et c'est peut-être ça qui est cherché par ceux qui n'ont pas intérêt à des élections enthousiastes, bien organisées et, comme vous dites, portant sur les contenus. Contenu contre contenu. Pas personne contre personne. Parce qu'encore une fois, nous sommes tous des Sénégalais et des Sénégalaises. Nous aimons tous notre pays. Personne n'a le monopole du patriotisme. Personne n'est plus engagé ou plus dévoué à la cause du Sénégal. Donc si on se respecte à la base, reste maintenant à mener la bataille autour des idées, des programmes, des propositions pour les populations. C'est ça qui fera avancer notre pays. Mais les petites communes, malgré tous ces manquements-là, le pays avance. Nous sommes à 6,5% de taux de croissance. Est-ce que vous partagez comment vous appréciez ce taux-là? Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire où j'ai beaucoup d'amis et j'ai beaucoup apprécié le discours de ceux qui sont au pouvoir sur la question du taux de croissance. Ils frôlent les 10%. Mais ils ne sont pas du tout contents et ils ne jubilent pas et ils ne font pas de célébration dans les médias de leur taux de croissance. Pourquoi? Parce qu'un de mes amis ministres me disait, si le taux de croissance a frappé les élites sentent une amélioration, un bien-être, disons, plus grand. Le taux a oublié de frapper les populations à la base, les citoyens, les paysans. Mais c'est plus tragique au Sénégal. C'est-à-dire, quand vous parlez à un Sénégalais d'aujourd'hui, ou une Sénégalaise de 2017, d'un taux de croissance et de triomphe économique, etc., il se demande si vous vivez dans le même pays. Les gens n'ont jamais autant souffert, autant été privés de presque tout que dans la situation actuelle. Il faut que ceux qui nous dirigent, même s'ils font de bons résultats, qu'ils les inscrivent dans la trajectoire d'un peuple qui est dans un combat très difficile pour vaincre l'adversité, faire manger, nourrir les populations du Sénégal, au moins 2 à 3 repas par jour, mettre nos enfants dans de bonnes écoles, régler la question de la santé, des infrastructures. Tous les défis du développement de 1960 sont au rendez-vous en 2017. Plus de 50 ans de politique de développement, le résultat est là, il n'est pas bon. Donc, tout le monde dit qu'un taux de croissance à 2 chiffres, on commence à entrer dans une dynamique d'émergence.
taux de croissance à 2 chiffres. Mais quand vous avez un taux de croissance de 6, et vous mettez à polémiquer que c'est 6,7, non, c'est 6,4. Quand on a une tradition d'excellence, un esprit de compétition pour l'excellence, pour ce qu'il y a de meilleur pour le Sénégal, parce qu'on n'est pas un petit pays. Il y a de grands pays, mais nous, on n'est pas un petit pays, n'est-ce pas? Donc, vous vous battez pour que le Sénégal dépasse le débat sur les taux de croissance. C'est bien de viser 12%, 10%. La Chine l'a fait pendant des années. Conséquence, elle s'est rapprochée de la première puissance du monde et même est en train de contester aux États-Unis le statut de première puissance du monde. C'est de cela qu'il s'agit. Mais le taux de croissance... Les autorités actuelles sont dans cette dynamique-là. Il y a la CMU, les bourses de sécurité familiale qui sont redistribuées aux populations. Certes, oui, ce taux de croissance-là est supporté par le secteur tertiaire. Maintenant, c'est un moyen de redistribuer les profits au niveau des populations. C'est très bien. Il faut applaudir aux bonnes actions du gouvernement, aux mesures d'accompagnement du gouvernement, mais c'est encore mieux ressenti par les populations si le gouvernement était dans la dynamique de l'austérité, c'est-à-dire vivre de façon très sobre, diminuer leur train de vie, fonctionner comme des gens qui sont dans un combat pour leur pays. Et même quand ils marquent un but ou réussissent quelque chose, ils disent aux populations, on a engrangé ce résultat, mais là n'est pas l'essentiel parce qu'on est loin de l'essentiel. On est loin de la victoire, on est loin de nos objectifs fondamentaux. La lutte continue. C'est-à-dire, cette mentalité... Présentement, c'est un taux de 6,8%. Mais je vous jure que même si on leur donnait un bonus, un bougna, comme on dit chez nous, on arrondit ça à 7%. C'est comme si on était dans la dynamique. Tout le monde fait 2,3%. Nous, on est à 7%, on est heureux. En quoi ces 7% ont changé le vécu des Sénégalais? Si ce que je vous dis n'est pas vrai, vous sortez les 20 premiers Sénégalais qui vont passer, vous leur posez la question, notre pays a atteint presque 7% de croissance, est-ce que vraiment vous vous sentez mieux? Est-ce que le panier de la ménagère s'est amélioré? Est-ce que vos enfants vont dans de meilleures écoles? Est-ce que votre santé, etc. Vous aurez du non, non, non. Donc le pays encore maquillé de 2012 à aujourd'hui, 5 ans après. Je pense que pour moi, il y a des problèmes fondamentaux d'orientation. Encore une fois, c'est notre conviction à nous, Louis Jotna, tant que le Sénégal ne réglera pas les fondamentaux du développement, notamment l'agriculture, qui n'est même pas une priorité, c'est une super priorité, c'est même une conditionnalité. Dans l'agriculture, il y a des avancées. On parle d'autosuffisance alimentaire, par exemple, dans le cadre du riz. Oui, mais avec imprudence, on vous l'a annoncé en 2017, tous mes parents sérieux étaient tellement heureux qu'à partir de 2017, le riz sera disponible partout. On se rend compte que c'était des prévisions qui étaient peut-être un peu trop risquées. Moi, quand mon gouvernement fait des efforts, j'encourage, je salue ces efforts. Je ne critique pas forcément. C'est pour ça que je vous dis que c'est un problème de paradigme, un problème d'orientation. Pour moi, c'est l'orientation de tous les pays d'Afrique sur la question du développement qui pose problème. Ils n'ont pas commencé par le commencement. La Corée du Sud s'est développée parce que la Corée du Sud a réglé l'agriculture. La Chine s'est développée parce que la Chine a réglé l'agriculture. Pourquoi tous les pays, la Malaisie et autres, tous les pays qui ont réglé leurs problèmes, qui sont entrés dans l'émergence et qui aspirent maintenant à la modernité, la modernisation et le développement, pourquoi tous ces pays ont réglé d'abord et avant tout les fondamentaux, c'est-à-dire l'agriculture, l'éducation, la santé? C'est pour ça que notre mouvement, c'est ça notre mot d'ordre. Nourrir, éduquer, soigner et libérer l'énergie des Sénégalais pour qu'ils puissent s'attaquer aux autres défis du développement. Mais nos gouvernements veulent régler peut-être tous les problèmes en même temps. Et la conséquence, c'est quoi? On est face au défi de la transition énergétique, transition numérique, transition écologique. Tout ça mis ensemble, l'emploi. Mais les jeunes, c'est la plus grande... Je ne sais même pas comment le dire. J'allais utiliser un mot fort, mais je ne veux pas utiliser parfois aussi certains concepts. Il y a des efforts qui sont consentis par le ministère de l'Éducation nationale, par exemple. C'est très bien, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que les jeunes ont tourné le dos au régime. La rupture s'est tellement aggravée que c'est devenu une cassure. Vous ne pouvez pas avoir un pays où 99,99% des jeunes n'ont qu'une aspiration, partir. Partir, même ceux qui ont réussi à l'école. Ceux qui se sentent mieux, qui ont un boulot, comme on dit, ils aspirent à aller au Canada, ils aspirent à aller aux États-Unis. Ils vont maintenant un peu vers l'Asie, ils veulent aller en Corée, au Japon. Les jeunes veulent partir. Maintenant, les jeunes qui n'ont ni la formation adéquate, ou même la formation sans emploi, leur objectif, c'est de traverser le désert. Mourir dans le désert ou se noyer dans la Méditerranée leur semble une perspective plus agréable, plus douce,
plus concevable pour leur dignité, voilà, pour leur dignité, que de rester au Sénégal et à 32 ans, 30 ans, être pris en charge par papa et maman qui ont 80 ans, qui se réveillent le matin pour aller chercher à vous nourrir. Ces jeunes-là, je ne sais pas si le régime mesure la cassure et le comportement des jeunes. Je dis que c'est l'une des plus grandes tragédies modernes que vit l'Afrique et le Sénégal dans l'Afrique. Et cette tragédie-là, si on n'y trouve pas, de solution, le développement de l'Afrique est différé de 100 ans parce qu'on a beau piller nos ressources naturelles. C'est comme si chaque fois qu'ils prennent notre or, diamant, pétrole, Dieu nous en donne encore plus, mais encore plus dans notre, n'est-ce pas, notre terre. Mais la jeunesse, c'est la ressource humaine. Elle est la ressource la plus fondamentale et nous sommes en train de la sacrifier. Nous allons continuer à parler international. Aujourd'hui que le président Macky Sall a été reçu par le président Macron et il semble qu'ils sont dans une nouvelle dynamique de revoir le partenariat qui existe entre la France et le Sénégal. Est-ce que vous avez bon espoir des lendemains meilleurs pour le Sénégal dans le cadre de ce partenariat? Je salue ce qui s'est passé. Moi, j'ai de l'estime au plan personnel pour le président Macky Sall. On n'a pas de problème. On a pu même, je crois, malgré l'adversité politique et les différences politiques, préserver les relations humaines. Donc, ce n'est pas ça le problème. Et quand je le vois à l'Élysée, bien reçu par Macron, qui me semble moi aussi être un génie politique des temps modernes, et qui a impressionné le monde entier, et qui a redonné espoir aux jeunes. Les jeunes de tous les pays vont vouloir prendre le pouvoir, et ils ont raison, parce qu'ils sont majoritaires. Ce n'est pas normal qu'au Sénégal, que vous ayez 1 ou 2 ou 3 jeunes dans le gouvernement. Ils sont plus de 66% de la population, ils devraient être très visibles, bien représentés. Donc Macron réunit l'innovation politique, le courage, et il n'a pas peur de l'avenir, ce qui est très important. Parce qu'il est jeune, il n'a pas peur de l'avenir, il veut construire l'avenir, il veut s'offrir l'avenir qu'il veut lui. Et tous les jeunes qui sont avec lui, et il change la donne politique en France, en renvoyant dos à dos tout ce qui était là depuis 30 ans, comme nous faisons d'ailleurs avec notre troisième voie, nous renvoyons dos à dos tous ceux qui ont géré directement depuis plus d'une 50aine d'années et qui nous ont donné les résultats actuels. Maintenant, changer les relations Sénégal-France, c'est important. Moi, ce que je respecte dans une relation, c'est quand elle est équilibrée. Quand ce que vous gagnez chez moi, vous me permettez de pouvoir gagner la même chose chez vous. Mais quand elle est totalement déséquilibrée, hein, on dit que la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. Il faut changer cette relation. Et moi, encore une fois, en panafricaniste, je ne vois pas le Sénégal être partenaire des États-Unis, de la Chine, de la France. C'est des puissances mondiales. C'est totalement déséquilibré. Il y a, une fois j'avais fait le calcul, une université américaine dont le budget était supérieur au budget du Sénégal. Une université. Donc, pourquoi ne pas avoir l'Afrique de l'Ouest comme entité? Une fédération d'États de l'Afrique, avec le Nigeria, oui, avec le Nigeria, très puissant, le Ghana, la Côte d'Ivoire, très puissante, le Sénégal. On prend tous ces pays, le Mali, etc. On se met ensemble, la Guinée avec ses ressources énormes. Je vous jure que tout d'un coup, on devient une interlocutrice respectable de la France, des États-Unis. Et de ce point de vue, je pense qu'on change les donnes. Mais tant qu'on restera émietté dans 15 États, avec autant de problèmes et en plus maintenant... On négocie chacun de son côté ses partenariats. Je vous donne un exemple, un bien public majeur qu'on appelle la sécurité. Aucun de nos États n'est capable de le délivrer. Aucun de nos États. De sorte que nous allons à Paris demander qu'on vienne nous régler nos problèmes de sécurité avec les terroristes, avec les narcotrafiquants. Vous avez vu ça, les entretiens Macky-Macron ou Macron-Macky ont porté aussi beaucoup sur ces questions. C'est-à-dire nous avons accepté de sous-traiter notre sécurité avec la France. Et ça, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas une bonne chose. L'avenir, nous, on la propose dans le cadre de notre institut, de nos réflexions, mutualiser et mutualiser. Il faut que les Africains mutualisent leurs ressources, leurs compétences, leurs intelligences pour qu'on s'occupe des problèmes de l'Afrique. On peut ne pas réussir au départ, mais dans quelques années, on sera là-bas. Nous avons préconisé des forces spéciales africaines, préparées, entraînées, que nos amis nous aident à entraîner, à nous aider à nous équiper de matériel pour disposer de l'intelligence, des renseignements. Mais menons le combat nous-mêmes. On ne peut pas demander aux Français d'envoyer leurs enfants aller sur le terrain, se battre à notre place, alors que nous avons des soldats valeureux,
dignes, compétents et des officiers supérieurs qui peuvent coordonner ce combat. Pour vous entendre, on a l'impression que c'est le ministre des Affaires étrangères sénégalais qui parle. Maintenant, au niveau de la situation qui prévaut actuellement au niveau du Golfe, le Sénégal semble tenir un double langage. Déjà, il a rappelé, le président de la République a rappelé son ambassadeur et maintenant on parle d'ouverture au dialogue. Peut-être qu'il fallait commencer par le dialogue dès le départ. Moi, je l'ai dit, j'ai beaucoup apprécié la communication, la stratégie de communication du président guinéen, Alpha Condé. Ce qu'il a dit était très intéressant. Quand il s'agit d'islam, de terrorisme, de financement du terrorisme, etc., de lutte contre le terrorisme, il dit aux Saoudiens, vous savez que je suis avec vous et je suis à vos côtés. Maintenant, dans la crise qui s'est ouverte avec l'État frère du Qatar, je pense qu'on devrait, nous, en tant que nous sommes vos frères et vos amis, offrir notre médiation. Et j'offre la médiation de l'Union africaine. Nous sommes prêts à venir chez vous, apporter notre contribution. Maintenant, s'il est avéré, démontré, que le Qatar a effectivement financé des opérations terroristes, y compris sur le continent africain, parce qu'on en parle, en Libye et ailleurs. Si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Il faut condamner, et fermement. Mais je pense que notre pays a eu une réaction. Encore une fois, quand il s'agit de la diplomatie sénégalaise, je suis très prudent, parce que je ne veux rien faire qui décourage nos diplomates. Ils savent que je les admire, je les soutiens. De la même manière que notre armée nationale, quand elle est au front, je ne ferai jamais de commentaires négatifs. Et comme je l'ai dit, si la situation était aussi grave que ça, je prends ma plume, j'écris au président de la République en toute confidentialité. Je lui dis, j'estime que notre pays a fait telle ou telle erreur, je donne tel conseil. Qu'il l'utilise, c'est bien. Qu'il le mette à la poubelle, c'est pas grave. Mais j'aurais fait mon devoir en tant que Sénégalais. Donc voilà. Mais c'est pour ça que je vous dis, bon, en tout état de cause, le Sénégal doit toujours être du côté de la médiation, du dialogue, de la réconciliation. C'est ça qui nous réussit, parce que nous sommes un grand pays, une petite, grande puissance diplomatique. Notre parole porte, notre voix porte, les gens nous respectent, une longue tradition intellectuelle, et c'est un pays vraiment qui n'est pas ordinaire. Tout avant dernière question, la dernière question du mois, d'aucuns vous reproche que vous avez été frustré depuis 2012 n'avoir pas été le ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Est-ce que ce n'est pas ça qui bloque votre accompagnement avec le président Sall? Alors, on laissera les gens reprocher, parce que c'est ça aussi la démocratie, on laissera les gens dire leurs sentiments. Moi, je n'ai pas eu le sentiment du tout que je suis frustré. Je mène une vie qui correspond à mes aspirations, servir l'Afrique, défendre la cause du Sénégal et servir sans me servir. Et je maintiendrai cela jusqu'au bout. Depuis 3 ans, peut-être, je ne sais pas si vous étiez au courant, j'ai été envoyé spécial de l'OCI pour la Centrafrique. Apparemment, ils étaient tellement satisfaits du travail qui a été fait qu'après 1 an, on m'a nommé envoyé spécial de l'OCI pour l'Afrique. Crise malienne. J'ai travaillé avec le MNLA, la CMA, la coalition des mouvements de l'Azawad, pour aider le gouvernement malien. Boko Haram et le bassin du lac Tchad, mes déplacements fréquents en Afrique centrale, c'était ça. Donc j'ai pu aider mon continent sur les fronts les plus importants. J'ai monté un institut panafricain de stratégie où je réfléchis sur les problèmes de l'Afrique et je me rends compte que l'Afrique n'a pas de stratégie. N'a pas de stratégie pour son développement. L'Afrique essaye, ça ne marche pas, elle recommence, etc. Cette initiative du Forum sur la sécurité. Non seulement le Forum sur la sécurité, mais on a un département stratégie qui a fait les études les plus poussées, les plus avancées sur l'agriculture en Afrique et sur la question des agropoles, par exemple, que nous avons proposé dans notre programme politique. Je suis tellement occupé et je suis, entre guillemets, tellement sollicité. Hein? Je reviens d'une réunion où on m'a invité parmi 8 personnalités internationales à Saint-Pétersbourg. J'étais le seul Africain pour créer le cercle de Saint-Pétersbourg, pour mener la réflexion sur les problèmes du monde et proposer des solutions. J'ai encore une invitation en Turquie à la fin du mois, sous le même rapport. Donc, ce n'est pas ça. Et je ne veux pas revenir encore une fois sur les divergences que j'ai eues avec le président Macky Sall sur la question du gouvernement que je pensais devait être mis en place. Mais c'est lui qui a été élu, c'est lui qui décide. Et il sait que pendant 1 an ou 2 ans, je l'ai accompagné avec des conseils, avec des avis. Et je l'ai soutenu, y compris dans sa politique extérieure. Donc, ce qui épilogue, qui se lancent dans des analyses hasardeuses, je leur laisse cette responsabilité. Le président Macky Sall sait
ce qu'on a fait ensemble, ce qu'on a pu faire ensemble et ce qu'on n'a pas pu faire ensemble. Et il connaît aussi nos divergences sur sa gouvernance, sur l'état du Sénégal aujourd'hui et sur la nécessité de certaines ruptures fondamentales. Et au terme de cette émission, votre dernier mot? Mais encourager les jeunes de mon pays, quand je vois CNews, quand je vois des jeunes qui se prennent en charge, qui n'attendent pas l'État, je ne peux que m'en réjouir et dire que l'Afrique, notre continent, va diriger le monde. C'est une conviction profonde. Le monde entier est en train de vieillir, hein, partout, même la Chine, l'Amérique, on n'en parle pas, l'Europe, on n'en parle pas. Il n'y a que l'Afrique qui rajeunit chaque jour, avec l'immense potentiel. On nous a pris tellement depuis des siècles d'esclavage, de colonisation. Ils ont tellement pris, mais ils n'ont pas pu détruire le socle fondamental de l'Afrique. Donc, on réunit toutes les conditions pour la renaissance africaine de Cheikh Anta Diop. On réunit toutes les conditions parce que nos dirigeants se sont entêtés à vouloir vivre dans une Afrique balkanisée. Les jeunes refusent cela. C'est des panafricains, ce sont des panafricains. Ils ont compris. Donc, on va changer d'abord le Sénégal. À partir du Sénégal, on aura une nouvelle plateforme pour unir l'Afrique et aller de l'avant. Voilà, espérons que cela arrive un jour. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de Exclusive. Rendez-vous prochainement dans une autre émission. Merci, bonsoir.